Notre exercice d'aujourd'hui, ça concerne le dimensionnement d'un moteur asynchrone. Donc on va lire l'énoncé. Donc que dit l'énoncé? Il dit que la plaque signalétique d'un moteur asynchrone triphasé, d'accord, est la suivante. On y trouve 220 volts, 380 volts, 17 ampères, 9,8 ampères, 50 Hz et n est égal à 1400 tours par minute. On ne précise ici que les pertes autres que par effet Joule dont le rotor sont négligeables. Donc on va négliger toutes les pertes dans ce moteur sauf les pertes rotoriques. D'accord. Tout d'abord, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit de calculer la vitesse de synchronisme. La vitesse de synchronisme en tours par minute. D'accord. Donc, on nous a donné la vitesse de rotation. La vitesse de rotation. D'accord. Or, on sait que pour un moteur asynchrone, donc la vitesse de rotation qu'on appelle n est légèrement inférieur à la vitesse de synchronisme. D'accord. Ça, c'est très important. La vitesse de synchronisme, qui est en fait une vitesse du champ magnétique tournant. Donc, on sait que la vitesse de synchronisme a pour formule 60F sur P. D'accord. Ça, c'est en tours par minute. En tours par minute. D'accord. Donc, pour notre cas, la fréquence, c'est 50 Hz. Donc, pour une fréquence de 50 Hz, on peut avoir un P, un nombre de paires de pôles qui est égal à 1. Dans ce cas, la vitesse de synchronisme, c'est 3000 tours par minute. Ou bien P, parce que P, c'est un nombre de paires de pôles, c'est un nombre entier. Et on ne peut pas avoir un nombre fractionnel comme nombre de paires de pôles. Donc P est égal à 2. Dans ce cas, NS est égal à 1500. 1500 tours par minute. On arrête ici, donc si P est égal à 3, NS est égal à 1000 tours par minute. Donc, si P est égal à 1, donc on aura 3000. Donc 3000 moins 1400, ça donne un grand écart entre celle-là, cette vitesse, et la vitesse avec le moteur qui tourne. Si on prend le cas de 1500,
Donc 1500, il est très proche de 1400. Donc c'est très probable. Donc c'est cette vitesse-là qu'on cherche. Par contre, si on utilise NS est égal à 1000, donc on va bien sûr trouver un glissement qui est négatif et c'est pas correct pour le, le, le moteur. Donc le glissement négatif, on sait tous que ça concerne les génératrices asynchrones. D'accord? Donc un glissement positif est exclu ici. Un glissement normal, ça sera ici. Pourquoi? Parce que la vitesse la plus proche de la vitesse de synchronisme, c'est 1500. Donc, on peut dire que NS est égal à 60 F sur P. D'accord? 60 F sur P. Par suite, quel est le nombre de paires de pôles? Tout simplement, P est égal à 2. Et le nombre de pôles est égal à 4. De P est égal à 4. Le nombre de pôles total est égal à 4. Le nombre de paires de pôles est égal à 2. Et le nombre, si on nous demande de calculer le nombre de pôles, on va dire que c'est un nombre qui est égal à 4. D'accord? La deuxième question, indiquer le couplage. Et j'y suffit votre réponse. D'accord? On a utilisé un réseau 220, 30, 220, 380 volts avec ce moteur-là. D'accord? Donc, quel est le couplage qu'on doit choisir? Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on doit savoir sur les indications inscrites sur le moteur. D'accord? Ici, cette tension-là, c'est une tension donc c'est égal à 220 volts. C'est la tension qu'on doit appliquer sur chaque bobine du moteur. Ça veut dire quoi? Donc toujours la petite tension, c'est la tension qu'on doit appliquer à qui elle est soumise chaque bobine du moteur. Donc en utilisant la plaque, donc ou bien les caractéristiques du réseau, donc toujours pour le réseau triphasé, donc on donne deux tensions, une faible et une plus élevée. Donc toujours, donc cette tension-là n'est pas utilisée pour un réseau triphasé. Donc c'est une tension simple, c'est la tension entre phase et neutre. Donc on garde toujours la tension, la grande tension qui est une tension composée. Donc, bon, maintenant, si on prend ce réseau, on va le prendre de deux manières là. Donc si on couple le moteur en triangle, donc dans ce cas, on va obtenir quelque chose comme ça. Donc cette tension-là, on a dit que c'est égal à 380 volts. D'après, c'est une tension composée, c'est la tension composée. D'accord? Dans ce cas, quelle est la tension qui arrive à chaque bobine? C'est 380 volts. Donc, on ne doit pas adopter ce schéma-là. Par contre, pour un moteur qui est pris en couplage étoile, donc cette tension-là, c'est toujours 380 volts. Mais celle-là,
La tension qui arrive à chaque bobine, c'est seulement 220 volts. 220 volts. Donc, la tension que doit, pour ce moteur-là, la tension que chaque bobine doit supporter, c'est seulement 220 volts. Donc, on ne doit pas utiliser le couplage triangle, mais on doit utiliser dans ce cas un couplage étoile. Donc, le couplage, qu'est-ce qu'on dit ici? Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que chaque bobine doit être soumise. Chaque bobine du moteur, bien sûr, doit être soumise à 220 volts. À 220 volts, c'est pour ça on utilise le couplage. Le couplage choisi, c'est étoile. D'accord. Donc ici, donc, pour choisir, comme rappel, pour choisir le couplage d'un moteur asynchrone, on doit connaître, on doit connaître quoi? On doit connaître euh, la tension nominale aux bornes d'un enroulement, qui est donnée par la petite tension, toujours la petite tension du moteur. C'est la tension que doit subir un enroulement. Et la tension interphase. Par exemple, si on a un moteur de 230 volts, 230 400 volts, et on a un réseau 230, donc 230, c'est la tension, c'est cette tension-là qu'on doit, adopter. La tension interphase. La tension interphase. La tension interphase. On ne doit pas utiliser, donc, dans un réseau, pour utiliser un récepteur triphasé, on n'utilise pas la faible tension parce que c'est une tension simple. Généralement, c'est une tension qui n'est pas utilisée par le récepteur triphasé. Le récepteur triphasé a besoin de la tension composée. Donc, pour un moteur 230 400 sur un réseau 127 230, donc cette tension-là, elle correspond bien à la tension de la bobine. Donc, on doit le mettre triangle. Donc, dans ce cas, on choisit étoile. Et dans ce cas, on n'a pas le droit d'utiliser ce moteur dans ce réseau-là. Parce que... Pourquoi? Parce que donc, la tension de réseau et la tension du moteur ne sont pas adaptées. D'accord? La même chose ici, pour ce cas-là. La même chose pour ce cas-là. La même chose pour ce cas-là. Ici, la petite tension, donc plutôt la tension du réseau, cette tension-là, elle correspond à la petite tension, donc triangle. Ici, la tension composée, elle correspond à la grande tension, donc c'est étoile. Ici, la tension de réseau, ça veut dire composée, elle correspond à la petite tension, donc c'est triangle. Donc ça c'est un tableau qui résume le couplage des moteurs usuels avec les réseaux usuels qu'on peut rencontrer. Donc la question suivante, c'est donner l'intensité efficace du courant nominal en ligne. Donc c'est simple. Donc on a choisi un couplage étoile. Donc on choisit la partie étoile
dans laquelle on a utilisé 380 volts, donc automatiquement le courant, ici le courant de ligne, c'est un courant étoile, pris dans le couplage étoile, donc c'est 9,8 ampères. Donc ça c'est la réponse à cette question-là, d'accord? La question qui suit, c'est calculer le glissement. Donc on sait que le glissement pour un moteur asynchrone, ça nous donne, comme on a dit, l'écart relatif entre la vitesse de synchronisme et la vitesse de rotation. D'accord? Donc ça va donner quelque chose comme ça. Donc c'est 1500 moins 1440 sur 1500, 1500 moins 1440 sur 1500, ça donne 4%. Donc le glissement est égal à 4%. D'accord, oui. Donc, on mesure la puissance active par la méthode des 2 wattmètres. On obtient une puissance absorbée qui est égale à 5490 watts. On nous demande de calculer les pertes joules rotoriques. Il ne faut pas oublier que les autres pertes, à part les pertes rotoriques, ils sont négligeables d'après les données. Donc on néglige toutes les pertes sauf les pertes rotoriques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la puissance absorbée par le stator, les pertes statoriques, ils sont négligeables. Donc ce qui reste, c'est la puissance transmise. La puissance transmise est égale à la puissance absorbée moins les pertes statoriques qui sont nulles. Ça veut dire que la puissance transmise est égale à la puissance absorbée. Or, on sait que les pertes joules rotoriques dans un moteur asynchrone sont égales à glissement fois la puissance transmise, ce qui nous donne glissement fois la puissance absorbée, ce qui nous donne 5490 fois 0,4, ça nous donne 219,6 watts. C'est la valeur des pertes joules dans le rotor. Étude, le couple nominal ou bien le couple étude. Donc pour déterminer le couple étude, donc on doit savoir tout d'abord la puissance étude. Donc on sait que la puissance absorbée pour le moteur, si on fait le bilan de puissance, il y a ici les pertes statoriques qui sont nulles, puissance transmise du stator au rotor qui est égale ici à la puissance absorbée. On retranche les pertes joules rotoriques. Ce qui reste, c'est la puissance électromagnétique. On lui retranche les pertes mécaniques. Donc, qui sont dues au frottement et à la ventilation. Ici, également, on nous a dit que ce sont nuls. Ce qu'il reste, c'est la puissance étude. Donc, la puissance absorbée, la puissance électromagnétique est égale à la puissance absorbée moins les pertes
joules, les pertes joules rotoriques. Les pertes joules rotoriques, on a déterminé que sont égales à la P fois G fois la puissance absorbée. Ce qui va nous donner que ici, c'est P puissance absorbée moins G fois la puissance absorbée, qui est égal ici à la puissance. Donc, puisque on va rien retrancher ici, on va avoir ici puissance absorbée moins G fois la puissance absorbée, ce qui va nous donner que la puissance étile est égale à quoi? Est égale à 1 moins G fois la puissance absorbée. D'accord? 4%, PA c'est 4590, ça va nous donner ici 5490, ce qui va nous donner ici 5270,4 watts. D'accord? Donc, la puissance, on va l'écrire ici. On va l'écrire ici. Donc, la puissance étile est égale à quoi? Est égale au couple étile fois la vitesse de rotation. Si on veut garder cette vitesse en tours par minute comme on a, donc on ne doit pas oublier de convertir cette vitesse en radians par seconde. Donc pour faire cela, qu'est-ce qu'on fait? C'est on multiplie par pi et on divise par 30. Ce qui va nous donner un couple étile qui est égal à quoi? Est égal à une puissance étile sur une vitesse de rotation en tours par minute fois 30 sur pi. Le résultat, c'est 34 est égal à 34,96 newton mètre. Et ça c'est le couple étile donné par ce moteur. On passe maintenant à la deuxième partie de l'exercice. Que dit cette deuxième partie? Donc on va étudier le moteur qui est alimenté à fréquence réglable avec le rapport tension-fréquence constant. On nous a dit exprimer la différence de rotation, la différence de rotation delta de n, ns moins n, en fonction de gf et p, le nombre de paires de pôles. Donc exprimer cette différence de rotation du moteur. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le glissement qui est égal à la vitesse de synchronisme moins la vitesse de rotation sur quoi? Sur la vitesse de synchronisme. D'accord? Ça donne quoi? Ça donne une différence de vitesse, un rapport, l'écart de vitesse est égal à G fois quoi? Fois NS. Donc ceci, c'est l'écart qu'on veut définir, c'est delta de N, on va l'appeler delta de N, et on va dire que c'est G fois NS. NS c'est quoi? Donc c'est
60 F sur P, ce qui va donner 60 G fois F sur P. C'est ça, donc on vient d'exprimer cette différence entre la vitesse de synchronisme et la vitesse de rotation en fonction de G, de F et de P. D'accord? Bon, toujours dans cette étude du moteur alimenté à fréquence réglable ou bien variable, avec le rapport U sur F est constant, question, montrer que dans ce cas, que delta de n, ça veut dire la variation de l'écart de la vitesse, la variation de la vitesse est constant. On doit montrer que cet écart est constant si f varie. C'est ça la question. D'accord? Donc, comment on sait qu'en régime permanent, d'après le cours, on l'a montré au cours, on sait qu'en régime permanent, pour un couple étude fixe, on sait que le produit, le G fois F, il reste fixe, il reste constant. D'accord? Si F, il varie, si F varie, donc en régime permanent, avec un couple constant, le couple est constant, Donc qu'est-ce qu'on a? On a le produit G fois le glissement fois la fréquence est constante lorsque F varie. D'après ce qu'on a dit, on a dit tout à l'heure que delta de n est égal à quoi? Est égal à 60 fois quoi? Fois G fois F sur P. P constante. Donc, si ce produit-là reste constant quand on varie F, automatiquement, delta de n reste constant. Reste constante. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire par la suite, on peut dire que couple constant implique GF, le produit GF constante, implique que delta de n est constante. Donc pour ce type de cas, donc on peut garder à l'esprit que delta de n, même si la fréquence varie, delta de n, ça veut dire l'écart vitesse, garde la même valeur, garde une valeur qui est constante. Donc la question suivante, calculer la valeur de delta de n, ça veut dire l'écart des vitesses, pour le couple nominal. Donc, on va prendre 35. Donc, le calcul qu'on a fait tout à l'heure, il nous a donné t est égal à 34,96. Bien sûr, on va utiliser ce presque 35 newton mètre ici. D'accord? Pour ce couple-là,
on a déjà un point qu'on a utilisé, c'est n est égal à 1440 tours par minute, une vitesse de synchronisme avec une fréquence de 50 Hz, une vitesse de synchronisme qui est égale à 1500. Donc, avec cette fréquence-là, 1500 tours par minute. Donc, avec cette fréquence de 50 Hz, donc on peut, grâce à ce point-là, déterminer delta de n est égal à 1500 moins 1440 est égal à 60 tours par minute. 60 tours par minute. 60 tours par minute. Donc ça, c'est, on va bien sûr le considérer comme une valeur constante pour ce fonctionnement. D'accord? Bon, on suit toujours notre problème. Donc, on va essayer de remplir ce tableau-là en s'appuyant sur ce qu'on vient de voir. On a vu que pour ce fonctionnement, delta de n, qui est constante, est égal à 60 tours par minute. D'accord? Avec un couple constant, avec le couple constant de 35, le couple, donc le couple constant de 35 newton mètre. Donc, voici, on donne ici les fréquences. Cette fréquence-là, elle est en Hertz, bien sûr. 10 Hertz. Ici, c'est 30 Hertz. Ici, bien sûr, c'est 50 Hertz. 50 Hertz. D'accord. Le moteur, lorsqu'on dit, lorsqu'on dit qu'un moteur il tourne à vide, sa vitesse est presque la vitesse du synchronisme. Ça c'est parce que le moteur, il n'y a pas de charge à vide, il n'y a pas de charge qui freine ce moteur-là. Alors on peut considérer que le moteur à vide, il tourne à la vitesse du synchronisme. Donc, on va essayer de remplir ce tableau-là. Donc, avec une fréquence de 10 Hz, NS est égal à combien? NS de 10 Hz est égal à combien? Est égal tout simplement 60 fois F sur P est égal 10 fois 60, c'est 600 sur 2, ça donne 300 tours par minute. Donc ici, pour 10 Hz, on va avoir ici 300 tours par minute. Donc, lorsque le moteur est couplé à sa charge qui demande un couple de 35 Nm, donc dans ce cas, on utilise delta de n est égal à ns moins n, ce qui veut dire que n est égal à ns moins delta de n est égal à 300 moins 60, ça donne combien? 240 tours par minute. Donc 200, ici 240.
Donc on fait la même chose, pour les autres, pour l'autre vitesse. Donc ça y est, donc on écrit également la même chose ici. On va essayer d'écrire que quoi que ns de 30 Hz est égal à quoi? Est égal à 60 fois f sur p. Ça donne combien? Ça donne 60 fois 30 sur p. Ça donne 900 tours par minute. Donc on a également ns. N, la vitesse de rotation dans ce cas, c'est ns moins delta de n qui est constante. Ça va nous donner 900 moins 60, ça donne 840 tours par minute. Donc ici c'est 900 tours par minute, ici c'est 840 tours par minute. Donc ce moteur là, lorsqu'il est entraîné à 300 tours par minute, lorsqu'il est alimenté par une fréquence de 10 Hz, donc il entraîne la charge à 240 tours par minute. Lorsqu'il est alimenté par une fréquence de 30 Hz, il entraîne la charge à 840. Et lorsqu'il est alimenté par 50 Hz, alors à ce moment-là, il arrive à la vitesse maximale de rotation avec ce couple constant qui est de 1440 tours par minute. D'accord? Donc la dernière question de cet exercice, c'est déterminer la fréquence minimale permettant d'obtenir au démarrage un couple égal au couple nominal. Ça, quoi? Donc on a delta de n qui est constante ici, est égal à 60 tours par minute. D'accord? Qui est égal en fait à ns moins n. Qu'est-ce que ça veut dire au démarrage? Au démarrage, ça veut dire donc le couple, notre couple est constant, est égal au couple nominal, est égal à 35 newton mètre. Donc au démarrage, qu'est-ce que ça veut dire démarrage? Ça veut dire le moteur n'a pas encore commencé. Donc n est égal à 0. Ça veut dire que delta de ns est égal à ns. Ns, dans ce cas, est égal à 60 f sur P. Et puisque delta de ns est égal à ns est égal, c'est une constante qui est égale à 60, donc est égal à 60. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f est égal à quoi? Est égal f sur p est égal à 1. Ça veut dire que f sur p est égal à 1. Ça veut dire que f est égal à p est égal à 2 Hz. Est égal à 2 Hz. Donc, la fréquence minimale permettant d'obtenir au démarrage un couple égal au couple nominal est égale, c'est une fréquence qui est égale à 2 Hz. Donc ici, c'est notre point final à cet exercice et à bientôt.